Messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais remercier la FMC-HGE de m'avoir invité à vous parler de l'œsophage de Barrett. Et nous allons donc envisager l'œsophage de Barrett dans tous ses états de la surveillance au traitement. Voici mes liens d'intérêt. Et voici les objectifs pédagogiques. Connaître la définition d'un EBO et ses risques évolutifs, connaître les méthodes et le rythme de surveillance, connaître les techniques et les indications du traitement endoscopique. Pour l'instant, rien de neuf. Au cours du diagnostic initial, il y a deux étapes qui sont importantes, qui sont en fait réalisées au cours de la même endoscopie. Premièrement, prouver l'endobrachiosophage avec la suspicion endoscopique d'EBO, qui est en fait l'ascension d'une ligne Z au moins 1 cm au-dessus du sommet des plis gastriques. Et deuxièmement, le prouver par la réalisation de biopsies confirmant la présence de métaplasie intestinale. Il faut également reporter sur le compte-rendu d'endoscopie la hauteur de l'EBO et pour cela utiliser la classification de Prague est le meilleur outil, le plus robuste, le mieux validé. C'est celui qui a la meilleure corrélation inter-observateur et qui nous permet de parler le même langage. Donc pour cela, on part du sommet des plis gastriques, on évalue la hauteur de la métaplasie circonférentielle et la hauteur maximale de l'endobrachiosophage. Ici, l'exemple d'un EBO classé C1-M2. Voici d'autres exemples en vision endoscopique. Une petite languette en fait qui réalise un aspect Prague C0M1 puisqu'il n'y a pas d'atteinte circonférentielle, un EBO court avec une atteinte circonférentielle de 1 cm donc C1 et puis une hauteur totale de 3 cm donc M3. Ici un EBO long classé C5 M5. Vous remarquez la présence de petits résidus de muqueuse épidermoïde au sein de l'EBO. Ça n'est pas la peine de le noter. Mais par contre, s'il y a des îlots d'endobrachiosophage sus-jacents au-dessus de la ligne Z, ça, il va falloir les photographier et les doter à part dans le compte-rendu. Et puis surtout, c'est un piège classique, il ne faut pas oublier de faire une bonne rétrovision, car vous pouvez avoir, comme dans ce cas, des lésions qui sont prolabées à partir d'un EBO court. Ici, on ne voyait rien au niveau de l'œsophage distal, et pourtant, il y avait un petit adénocarcinome qui était visible au niveau de l'estomac. Deuxièmement, il faut estimer le risque évolutif du patient et prévoir la surveillance ultérieure. Les études ont plutôt diminué ce risque de dégénérescence par rapport aux toutes premières études. Actuellement, on estime que l'incidence annuelle de survenue d'adénocarcinome est de 0,3% par an et par patient. Donc la première chose, c'est de rassurer le patient qui a souvent une surperception de ce risque. Il faut quand même, du point de vue du médecin, rester vigilant, notamment s'il existe des facteurs de risque, endobrachiosophage long, antécédent d'œsophagite sévère, âge supérieur à 65 ans et évidemment la présence de dysplasie sur les biopsies, c'est le facteur de risque le plus robuste, le mieux démontré. Il est estimé comme pouvant aller jusqu'à 13% de survenue d'adénocarcinome en cas de dysplasie de bas grade et 20% en cas de survenue de dysplasie de haut grade. C'est pour ça que la surveillance endoscopique régulière reste recommandée et est recommandée en Europe, à condition que l'espérance de vie du patient lui permette d'avoir un traitement en cas de survenue de lésion. Cette surveillance ne doit plus, en 2018, détecter uniquement des lésions évidentes, des grosses lésions, mais doit s'attacher à repérer des lésions subtiles associées aux états dysplasiques. Dans toutes ces photos, ce sont des photos de lésions de dysplasie de haut grade. Vous avez ici une petite lésion discrètement surélevée 0,2A, ici une mini-ulcération 0,2C, ici des aspects de désorganisation de la microarchitecture muqueuse et ici un aspect assez difficile à voir, uniquement de désorganisation des vaisseaux au sein d'un pattern muqueux qui n'est plus lisible. Il faut aussi particulièrement faire attention au niveau du cardia, prendre son temps pour l'examiner en conditions d'insufflation, d'exsufflation. Vous avez une toute petite anomalie ici qui s'était avérée en fait après mucosectomie être un adénocarcinome intramuqueux. Alors, les biopsies ciblées sur les anomalies, c'est le plus rentable. Il faut quand même savoir les interpréter avec un petit peu de recul parce que les anatomopathologistes ne sont pas reproductibles entre eux. Vous voyez les CAPA, on sait tous, 0,2 pour la dysplasie de bas grade, 0,5 pour la dysplasie de haut grade. C'est une question d'expertise et c'est aussi, quand on voit ces photos, lié au fait que les lésions n'évoluent pas par marche d'escalier, en quelque sorte. Ce n'est pas un passage brutal de la dysplasie de bas grade à la dysplasie de haut grade, mais c'est vraiment un continuum. Et alors, si vous rajoutez à ça le risque d'erreur de lecture avec l'échantillonnage de différentes lames, on s'aperçoit que les biopsies ont un risque important de surcoter ou sous-coter les stades de dysplasie d'une lésion. Et quand vous faites une mucosectomie, ça modifie le diagnostic initial dans 50% des cas. À quel rythme faut-il effectuer la surveillance endoscopique? Les guidelines européennes qui sont
paru l'année dernière, ont changé un petit peu les choses. Elles nous confirment ce qu'on avait déjà dit, mais qui n'est pas toujours fait dans la pratique, qu'il ne faut pas surveiller les EBO de moins de 1 cm, donc les lignes Z irrégulières, ça ne se surveille pas. Que par contre, les EBO courts, entre 1 et 3 cm, c'est une fibroscopie tous les 5 ans, entre 3 et 10 cm tous les 3 ans, et plus de 10 cm, idéalement une surveillance en centre expert. Et puis, quand les endoscopies avec biopsie ne montrent pas de présence de dysplasie, on peut arrêter la surveillance à l'âge de 75 ans. Comment optimiser la détection de la dysplasie? C'est quelque chose qui est passionnant, c'est quelque chose qui est très pratique. Les Hollandais ont montré qu'il y avait un bénéfice très net à dédier des créneaux pour ces patients et à faire ces fibroscopies sous anesthésie générale avec des plages en fait de surveillance de Barrett. Il faut utiliser, c'est devenu obligatoire, des endoscopes de haute définition, c'est recommandé par toutes les sociétés savantes, et les colorations, qu'elles soient vitales, électroniques comme le NBI, le BLI, LCI, etc., apportent quelque chose à condition qu'il y ait une expertise locale, qu'il y ait un volume suffisant d'activité. Un cap de visualisation peut également aider à se positionner et diminuer les artefacts de mouvement. Très important aussi, il faut insister sur le lavage de la muqueuse, un lavage abondant qui permette de bien regarder la muqueuse en détail. Un examen minutieux, c'est la règle des 1 cm par 1 minute par centimètre de BO. Connaître, pour mieux les reconnaître, ces anomalies optiques suspectes de dysplasie de haut grade ou de cancer, et faire des biopsies ciblées sur ces anomalies. À l'heure actuelle, on ne peut toujours pas se passer du protocole de Seattle, et les biopsies quadrantiques devront, dans tous les cas, être réalisées à la fin du protocole de détection optique. Et c'est très important, la SFED insiste là-dessus, il faut faire des photos, il faut détailler le compte-rendu, c'est un des critères qualité. Alors voici quelques films, on n'a pas le temps de passer des films très, très longs, mais il faut regarder le BO face par face, en fait, et puis éventuellement utiliser un peu de zoom pour voir la métaplasie intestinale, ici des zones associées à de la dysplasie, et aller jusqu'à l'estomac. Si vous avez en fait des choses qui attirent votre œil, à ce moment-là, on passe plus de temps, on reste positionné, éventuellement on fait de l'acide acétique, et vous avez ici un complément acide acétique BLI qui permet de détecter un petit adénocarcinome avec le petit saignement spontané, le fait que la muqueuse reste rosée au sein d'une muqueuse qui a blanchi après application de l'acide acétique. Qu'en est-il des traitements? Je vais me concentrer sur la muqueusectomie œsophagienne, la dissection sous-muqueuse, la radiofréquence. Les autres traitements que sont la cryoablation, l'hybride APC ou la pince chaude ne sont pas validés, même si ça peut être prometteur dans des séries récentes. La mucosectomie œsophagienne, tout le monde connaît, on cible la lésion, éventuellement on met un peu de zoom pour être sûr que ça soit bien la zone. C'est le système soit d'aspiration, ligature, section, soit de cap et résection à l'anse asymétrique. Et les séries de grand nombre de patients avec une bonne qualité nous montrent qu'il n'y a aucun risque de perforation, de faible risque d'hémorragie retardée et un faible risque de sténose. C'est une technique qui est très sûre à condition qu'elle soit réalisée entre des mains entraînées. La seule réserve, c'est qu'elle soit restreinte aux anomalies faisant moins de 15 mm de diamètre. Pour les anomalies qui font plus de 15 mm de diamètre, c'est la place de la dissection. J'attire votre attention sur le fait que cette lésion est située entre 3 heures et 6 heures, qui est vraiment le cadran où surviennent le plus fréquemment les zones dysplasiques. Et vous pouvez là aussi regarder optiquement quelles sont les zones suspectes de dysplasie et celles qui sont saines. Dans tous les cas, il faudra prendre une marge relativement large car le BO est une condition difficile pour l'examen et la réalisation des berges, et il s'agissait ici d'un petit adénocarcinome intramuqueux avec une marge profonde saine, une marge latérale en dysplasie de bas grade, donc considéré comme curatif. En France, comme cela a été montré notamment au cours de ces GIFOD, la dissection sous-muqueuse a atteint un niveau qui n'a rien à craindre et qui n'a pas à rougir par rapport à nos confrères japonais. Et dans le Barrett, il y a moins de données que dans le rectum, mais vous voyez ici 100% de résection en bloc dans cette série multicentrique de la SFED, 81% de résection en bloc R0 et seulement 6% de récidive du Barrett ou de la dysplasie. Alors, il y a aussi bien sûr la radiofréquence avec des sondes circonférentielles qui sont appliquées par des ballonnets sur l'ensemble de la muqueuse de Barrett, ou des sondes focales, y compris des petites sondes qui peuvent passer par le canal opérateur de l'endoscope et qui peuvent détruire cette muqueuse. C'est des méthodes de destruction thermique. Ces résultats sont bons, l'efficacité
varie entre 80 et 90% selon la hauteur de l'EBO et le degré de dysplasie. Les indications sont les suivantes. L'indication reine, c'est l'éradication de l'EBO résiduel quand on a enlevé une zone par mucosectomie ou dissection. C'est le traitement des EBO avec une dysplasie strictement plane, c'est-à-dire que là, c'est simplement des biopsies qui ont prouvé l'existence de dysplasie de haut grade, mais il n'y avait pas d'anomalie visible en relief à réséquer par des moyens endoscopiques. Et puis, il reste un point d'interrogation. Peut-être ferons-nous comme les Hollandais qui sont passés au traitement des EBO en dysplasie de bas grade. Pour cela, nous attendons les résultats du PHRC national multicentrique. Alors les complications, il faut quand même prévenir les patients du risque de sténose qui est plus important que dans les séries initiales. Il est de l'ordre de 10% dans la vraie vie et il faut prévenir les patients qu'il y aura peut-être besoin de dilatation et qu'il y aura aussi probablement besoin de plusieurs séances. Donc on va sur un programme séquentiel d'endoscopie thérapeutique et pas uniquement une seule séance. Il y a très peu d'hémorragie, quasiment pas de perforation, c'était des perforations uniquement traumatiques et non liées à l'effet thermique de la sonde, et il n'y a pour l'instant aucune mortalité rapportée directement à la radiofréquence. Par contre, et cela a été montré notamment par les collègues bordelais, il y a des cas décrits de cancer après radiofréquence et l'on ne peut pas s'affranchir de la surveillance. Il va falloir maintenir une surveillance annuelle chez ces patients. Je termine avec quelques algorithmes pour essayer d'être le plus précis possible. Que faire en cas de dysplasie de bas grade? Bien sûr, cet algorithme n'a de valeur qu'en l'absence d'œsophagite, sinon il faut doubler la dose d'IPSP et recontrôler les patients. Mais en l'absence d'œsophagite, eh bien, si vous avez une zone de dysplasie de bas grade, d'abord il faut faire relire la biopsie par un pathologiste expert. Puis, si ce pathologiste expert la confirme, adresser le patient en centre expert qui fera une endoscopie haute définition à 6 mois. Si cette endoscopie confirme la DBG, alors c'est l'indication à une ablation par radiofréquence. Si elle n'est pas confirmée, on fait une endoscopie 1 an plus tard. Et cette fois encore, si elle est confirmée, on fait une radiofréquence. Sinon, le patient retourne dans un bras surveillance comme dans un EBO non dysplasique, donc tous les 3 à 5 ans. En cas de dysplasie de haut grade, là aussi, il faut faire relire par un pathologiste expert, adresser le patient en centre spécialisé pour avoir une endoscopie haute définition, une nouvelle exploration optique et biopsique. En cas d'anomalie visible, toute anomalie visible, et c'est un point majeur, doit être réséquée par voie endoscopique et je reviendrai plus tard sur l'évaluation histologique de ces pièces. En cas d'absence d'anomalie visible optiquement, eh bien on fait le protocole de Seattle. Si ce protocole de Seattle confirme la présence de dysplasie de haut grade, c'est l'indication à une ablation par RF pour dysplasie sur muqueuse plane. Et en l'absence de dysplasie, on reste quand même vigilant, on refait l'endoscopie à 3 mois selon les mêmes modalités. En cas d'adénocarcinome, c'est très important, l'endoscopie est devenue le traitement de première intention des adénocarcinomes superficiels en centre expert, que ce soit une mucosectomie ou une dissection. Ce qui va être capital, c'est l'examen pathologique de la pièce de résection. Si on n'est pas R0, les choses sont entendues, le patient aura un traitement complémentaire, chirurgie, radiochimiothérapie. Si on est R0 avec une marge saine de plus de 1 mm et que c'est un T1A, eh bien à ce moment-là, on a un protocole de surveillance, mais le patient est considéré comme guéri. Et donc c'est donc la situation la plus favorable. Si on est R0 avec des marges saines, mais qu'il y a des critères péjoratifs, présence d'emboles vasculaires ou lymphatiques, présence d'une tumeur mal différenciée, présence d'un front d'invasion disloqué ou budding tumoral, à ce moment-là, ça dépend de la hauteur de l'invasion sous-muqueuse. S'il y a une invasion profonde et ou la présence de ces critères, alors c'est une chirurgie ou une radiochimiothérapie. Si il n'y a pas ces critères et que l'invasion est de moins de 500 microns dans la sous-muqueuse, on peut discuter une surveillance et c'est très important, ça a été mis dans les guidelines européennes. La résection endoscopique peut être une alternative valide à la chirurgie. Elle est recommandée chez les patients dont l'état général est limite pour la chirurgie, sous réserve que ce spécimen de résection remplisse les critères suivants: infiltration superficielle de la sous-muqueuse, bonne ou modérée grade de différenciation tumorale, absence d'invasion tumorale des vaisseaux lymphatiques ou sanguins, absence d'infiltration tumorale des berges. Je conclus donc avec les 5 points forts. Premièrement, le diagnostic endoscopique de l'œsophage de Barrett repose sur l'existence d'un aspect endoscopique évocateur de plus de 1 cm et de métaplasie intestinale sur les biopsies.
Deuxièmement, le risque d'évolution vers l'adénocarcinome est très bas, mais il justifie quand même une surveillance endoscopique. On sait que les cancers détectés dans un programme de surveillance ont un stade TNM moins avancé qu'en cas de découverte fortuite. Et il faut bien sûr que l'état du patient soit compatible avec une prise en charge en cas de survenue d'anomalies dysplasiques. En cas de BO long, la surveillance est particulièrement difficile. Elle doit être réalisée sous anesthésie générale, idéalement sur des créneaux dédiés, par un endoscopiste habitué à reconnaître des anomalies muqueuses ou vasculaires minimes. Et il va falloir avoir accès à un anapathe également expert pour la lecture des biopsies ou des pièces de résection. Le traitement endoscopique, c'est peut-être le point le plus important de cette présentation, c'est devenu le traitement de première intention des œsophages de Barrett en dysplasie de haut grade et ou contenant un adénocarcinome superficiel. Et dernier point, après résection endoscopique, afin d'éviter la survenue de lésions métachrones, il faut s'astreindre à éradiquer le BO résiduel par différentes méthodes et en premier lieu la radiofréquence. Je vous remercie pour votre attention.